Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode Le Corner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nomar El Zayat qui travaille maintenant chez Paris 2024. Comment vas-tu, Omar ? Bonjour Jean-Baptiste, je vais très bien, et toi ? Ça va, excellent. Aujourd'hui, et c'est un privilège pour moi, je serai accompagné de David comme consultant et expert pour animer ce podcast. Salut JB. Salut Dave. Eh bien, nous avons aussi directement commencé, Omar, par te présenter pour en savoir un peu plus sur ton parcours. Je sais que tu es un ingénieur, mais après, tu as aussi un peu travaillé au tremplin et maintenant, tu es à Paris. Explique-nous ça, quoi. Comment t'en es arrivé là ? Oui, en effet, je suis ingénieur, ça arrive. Donc, je suis de formation ingénieur en mécanique et architecture navale. Et en fait, j'ai réalisé quand j'ai fait un master aux États-Unis que j'étais très bon en diagonalisation de matrices et en projection d'équations différentielles non linéaires sur des espaces vectoriels non normés, mais ça m'aidait pas trop dans ce que je voulais faire, qui était de monter une boîte dans la musique. Mais du coup, t'es un fan de sport ou c'est quoi le truc ? Je fais pas mal de sport, mais en fait, l'entrée dans le monde du sport s'est faite complètement par hasard. Après mes études d'ingé, j'ai travaillé dans la finance. Justement pour combler les lacunes qu'on pouvait avoir dans comment fonctionne une entreprise, comment les choses fonctionnent. En France ou aux États-Unis du coup ? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Okay. La finance non, c'était en France pardon. Ok. Et j'ai pris un congé création d'entreprise et la boîte a tellement bien marché que j'avais besoin de trouver du travail. Et j'ai trouvé que le tremplin était en train de se monter et vu l'expérience entrepreneuriale que je faisais, je m'étais dit que ce serait plus intéressant d'essayer d'aider des entrepreneurs en leur partageant mes échecs et mes réussites plutôt que de revenir dans la finance. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant pour moi et c'est comme ça que je suis entré par pur hasard dans le monde du sport. Ok, donc après tremplin, on reviendra à ton expérience du tremplin et tout plus tard dans les questions parce que j'aimerais en parler plus longuement. Mais du coup maintenant, tu es à Paris 2024, tu es en charge de l'innovation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta division, la direction de ton équipe, les missions un peu au quotidien ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être chargé de l'innovation pour Paris 2024 et les JO quoi ? C'est une très bonne question. À la base, il n'y avait pas dans les autres éditions du comité d'organisation des functional areas ou des business units ou des départements qui sont dédiés à l'intégration de l'innovation. Okay. C'était plus la promotion de l'innovation. Et là, le but, c'est mes clients en interne, c'est les autres business units du comité d'organisation. Donc, je viens les aider à travers de l'acculturation, de rencontres de ce qui se passe en matière de tendance sur le marché, de construire avec eux les projets. Donc je viens au service d'eux, en support de ces acteurs-là. Et quand je suis arrivé au comité d'organisation début janvier, j'étais dans la partie vision, donc plus sur le côté stratégique de construire ça depuis une page blanche. Depuis début septembre, je suis passé dans la direction de la planification et de la coordination, donc plus dans le côté implémentation. Donc j'ai passé 9 mois à brainstormer, à essayer d'optimiser, de réfléchir à comment on peut faire en regardant ce qui se fait ailleurs et regarder comment ça fonctionne déjà en interne pour comprendre, parce que c'est complètement nouveau pour moi. Et là, je suis plus dans la phase implémentation. Et comment ça se passe à ce moment-là quand tu dois justement planifier de l'innovation ? C'est les différentes cellules qui viennent à toi avec des besoins ou c'est toi qui identifies déjà des choses en allant leur soumettre et en disant est-ce que ça serait intéressant vous dans votre modèle ? Parce que j'imagine qu'il y a tellement de verticales que tu peux pas connaître tous les métiers, tous les besoins, donc ça c'est un énorme challenge pour toi. Mais du coup, dans quel sens ça fonctionne en fait la relation ? Alors au départ, bien sûr, c'était un peu artisanal parce qu'on était en train de mettre ça en place. Mais un des premiers réflexes qu'on a réalisé, parce qu'on peut pas répondre, on sait pas tout sur tout, c'était d'avoir un peu des référents innovation qu'on appelle les explorateurs et exploratrices. On en a un peu moins d'une trentaine aujourd'hui dans les différentes directions, donc sport, technique, héritage, cité infrastructure, enfin bref, on a un par business unit. Et ils remontent les besoins. Ils remontent les besoins. Et nous, des fois, en regardant ce qui se passe ailleurs, on leur dit, tiens, est-ce que tu as vu ça ? Est-ce que ça donne lieu à essayer de faire différemment ce que tu fais tous les jours ? Donc c'est un travail de veille, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de travail de veille et de
coordination de cette équipe d'explorateurs pour pouvoir justement voir quel degré d'implication ils peuvent avoir de nous. Est-ce que c'est de la veille? Est-ce que c'est conduire avec eux un projet? Est-ce que c'est lancer des prototypes avec eux? Est-ce que c'est essayer de co-développer des choses avec les partenaires, les sponsors des jeux ou avec les parties prenantes publiques, par exemple? Enfin, on adapte ça à chaque fois, mais ça vient surtout des explorateurs ou les référents innovation. Okay. Et nous, quand on voit quelque chose qui tique, vous y allez, on va les voir. Vous sensibilisez, vous les impliquez dans le process, quoi. Et tous les mois, on a une sorte de comité de pilotage innovation, donc tous les mois. Tous les mois. Okay. Et donc il y a plusieurs directions qui sont concernées et il y a du coup le DG qui est là pour trancher. Est-ce qu'on s'implique sur celui-là, on s'implique pas sur celui-là. Ce projet, peut-être simplement de la simple veille dans un premier temps, parce que d'autres projets sont entre guillemets prioritaires. Enfin, t'as un degré de granularité sur comment vous vous impliquez, quoi. Exactement. Et après, j'imagine que t'as un degré de temps aussi, parce que t'as une échéance, donc qui est un peu lointaine encore, on pourrait dire, mais à la fois c'est très court, c'est 4 ans. Du coup, j'imagine que tu as aussi une échéance sur chaque projet, parce que quand on parle d'innovation, l'innovation est plus ou moins mature. Donc quand tu l'intègres, j'imagine que tu as aussi, toi, des contraintes en termes de roadmap sur, oui, il faut quand même des résultats à court terme, à moyen terme, et après des choses qui soient vraiment très en place dans 4 ans. Bien sûr, et c'est ce qu'on appelle le TRL, le Technology Readiness Level. En fait, en gros, c'est selon ce niveau-là. C'est pas quelque chose qu'on a inventé nous en interne, c'est quelque chose qui existe. On va déjà très très loin, hein. Je tiens à le dire là. On va vraiment dans le vif du sujet sur l'innovation incrémentale et tout. Et après, je vais prendre un step back. Mais vas-y sur le TRL, explique un peu l'intégration du coup pour toi. En gros, on peut pas aujourd'hui se dire on a vu telle solution qui est développée par un projet de recherche ou par une start-up et on trouve ça sympa. On peut pas l'implémenter demain au sein des Jeux Olympiques ou Paralympiques sans un circuit de validation de son niveau de maturité. Donc, d'un point de vue calendaire, c'est crucial pour nous. Si jamais on va faire quelque chose qui va toucher, par exemple, l'infrastructure réseau, par exemple, il faut s'y prendre maintenant ou l'année dernière parce que il faut le tester sur des événements internationaux. Et ça prend un peu de temps. Alors que une phase pilote en amont, exactement, pour que ce soit prêt pour les JO, quoi. Donc la partie calendaire, elle est cruciale pour nous parce que et des fois, quand même, on découvre qu'on est, j'imagine, quand on se rapprocherait de l'échéance et qu'on voit quelque chose d'extraordinaire, on va dire, on a vu ça. On le partagerait, enfin nous notre ambition c'est de pouvoir le partager avec Milano Cortina ou Los Angeles 2028 pour leur dire il y a ça, on n'a pas eu le temps de le faire mais regardez ce qui se fait, ce qu'on a pu découvrir, on pourra pas l'implémenter. Donc il y a ça, c'est pas toujours des que ça perdure post 2024 quoi. Exactement. Ouais, que ça se fasse pas juste un cycle de 4 ans ou 6 ans pour les COJO, enfin donc les villes hôtes, les comités organisateurs des Jeux Olympiques, mais que ça perdure. Moi je voulais juste revenir un peu, prendre un step back et tout. Parce que sinon on enchaîne, nous, je vais parler de Global Picture parce que là on est vraiment déjà vachement dans le vif du sujet. Il y a un truc qui m'a marqué quand t'as défini l'innovation, quand t'as commencé à en parler, t'as parlé d'intégration d'innovation et pas de promotion de l'innovation. Donc là t'es vraiment dans une logique d'intégration par rapport à mes missions et ce qu'on peut mettre en place quand on dirige un Innovation Hub ou qu'on est chargé de l'innovation pour une structure. Pour moi, j'aimerais que tu nous dises un peu comment, à Paris 2024, vous avez défini l'innovation. Parce que là, tu as parlé d'acculturation, donc c'est vraiment tout le focus à l'interne. Donc, comment t'accompagnes une organisation à intégrer de l'innovation et à faire, en fait, que les gens et les business units soient plus innovants. Mais souvent, quand on parle d'innovation aux gens, c'est les startups ou le côté digital ou un peu le côté glossy et shiny qu'on voit dehors et les coms. J'aimerais que tu nous dises un peu à Paris 2024 comment vous avez défini l'innovation et quel est un peu, pas le cahier des charges, mais quelle est la vision pour l'innovation en fait. Alors c'est 2 questions dans la question et du coup je commence par déjà comment on l'a défini. C'est déjà on distingue 3 types d'innovation aujourd'hui sur le marché. Ça n'a rien à voir avec Paris 2024 ou autre, mais il y en a 3. Il y a ce qu'on appelle, ce que tu disais, l'innovation incrémentale. Où on optimise petit à petit un produit ou un service. Il y a l'optimisation de rupture ou disruptive.
Comme ça fait un peu plus cool. Ouais, la disruptive innovation. Comme absolument. ça, c'est pas mal pour ton DG. Et un bon fourre-tout. C'est clair, ça marche pour tout. Tu t'es coincé, tu dis disruptive et ça passe. Donc ça, pour nous, par exemple, c'est voilà le fait que les smartphones aient tué les appareils photo numériques, par exemple. Et il y a l'innovation radicale qui est la mise en place de la découverte, la gestion de l'électricité, parce que ça a donné lieu à énormément de nouveaux marchés. Donc c'est 3 segments qui sont très 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 différents et il y a une, comme je disais, c'est étape par étape. L'une c'est un changement de façon, d'usage dans un domaine, et l'autre c'est la création d'un marché complètement nouveau. Mais vous êtes plus du coup sur de l'incrémental ou non, vas-y, je vais on te est à laisser... l'interaction. Nous, notre objectif, c'est d'être plus à la frontière entre l'incrémental et l'innovation de rupture. Ok. Donc on veut pas faire juste de la rupture pour se dire on va faire de la rupture quand c'est nécessaire, ou quand on pense qu'il y a quelque chose à modifier, on va le faire. Okay. L'innovation radicale, je crois pas qu'on va pouvoir faire quelque chose. Vu le temps, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, je préfère pas être survendeur sur ce qu'on va pouvoir faire parce que voilà, il faut être réaliste. Maintenant, puis c'est peut-être pas les compétences propres même des organisations sportives d'avoir des ingénieurs ou de travailler sur justement ces innovations radicales, quoi. Après, si on arrive à faire quelques belles innovations incrémentales et ou de rupture, ça serait déjà largement gagné. Ok. Et donc pour vous, sur la définition de l'innovation, le focus, il est principalement à l'interne ou sur l'externe? Tu vois, est-ce que tu es plutôt sur création de valeur pour les personnes, donc les business units en tant que fonction support, ou est-ce que vous êtes plus sur on va chercher beaucoup de solutions à l'externe qu'on essaye du coup d'internaliser pour répondre aux besoins? Ou est-ce que tu as vraiment cette logique de changer les consciences à l'interne, où tu te dis qu'en fait, tu n'as pas trop le temps, mais que tu utilises tes ambassadeurs ou tes explorateurs pour amener ce changement? Alors, on regarde beaucoup ce qui se fait à l'externe, ça c'est pour nous crucial. Okay. On organise même des journées où on rencontre des acteurs de différentes tailles, donc du projet de recherche jusqu'à potentiellement d'autres grands groupes. Donc c'est une palette qui est très large pour déjà comprendre ce qui se fait sur le marché. Et du coup, pas que dans le sport. Pas que, non, loin de là. Loin de là, pas que dans le sport du tout, parce que justement c'est un événement sportif, mais on traite de sujets qui vont de la logistique à l'infrastructure, à la sécurité, au transport, à tous ces éléments-là. Et qui peuvent servir à la ville en plus dans le futur, donc oui, il y a pas mal d'enjeux. On essaye, on est souvent en contact avec ce qu'on appelle nous les parties prenantes publiques, à savoir la ville de Paris, la région, les ministères, les différents ministères qui existent, et pour se coordonner et pas faire des choses dans notre coin. Déjà, on peut pas trop les faire sans leur accord parce que nous, on est là, on est passagers. Mais c'est clair que la dimension héritage, pour nous, elle est très importante dans notre approche. Et du coup, justement, pour ça, ce qu'on fait par rapport à l'organisation même des explorateurs, c'est si on a un sujet à traiter qui est, je sais pas, tenu par la direction des ressources humaines, par exemple, on essaie de faire en sorte aussi que ça ne soit pas juste l'équipe des ressources humaines qui travaille dessus. Il y a une transversalité, tu mets d'autres personnes autour de la table et t'amènes soit tes partenaires qui sont compétents dans dans ce domaine d'expertise et ces solutions innovantes ou ces pôles de recherche ou la ville pour tous autour d'une table, quoi. Exactement. Et tu vois, nous, on a décliné un peu ce process en quelque sorte en 6 étapes. Ouais, vas-y. Où tu pars d'un besoin général. J'ai besoin de développer. Donc ça, c'est ton explorateur qui vient te voir et qui dit j'ai ce business need. Ouais. Comment tu peux m'aider? Exactement. Je travaille sur ça. Comment tu peux m'aider? Donc je prends ce besoin général là. Et du coup, je fais de la culturation, de la veille, de la recherche de ce qui existe aujourd'hui sur le marché à droite à gauche. Donc c'est une phase de sourcing. C'est la deuxième étape. La troisième, c'est un peu, les gens sont partis dans les 4 coins de la planète et après ils sont revenus et on fait une sorte d'idéation interne, pas forcément des sessions de brainstorming, je te vois venir où on met des post-it et fraises tagada et trottinettes, mais non. Okay. C'est pas
enfin, il y a des fois des fraises Tagada, on n'a rien contre les fraises Tagada, mais tu veux créer de la valeur, quoi. Voilà. C'est pas que de l'image. Et puis derrière, on décline ces besoins généraux. Donc l'étape 1 en besoins spécifiques. Donc ok, j'ai besoin de développer telle solution et du coup elle va répondre à tel acteur et qu'est-ce qui existe sur le marché. En fait, t'as des sponsor meetings puis des strategic meetings où après vous faites une prise de décision. Et c'est quoi les étapes 4, 5, 6? Enfin, en termes de prise de décision, t'as un niveau de, tu parlais de DG parfois qui est présent. Il est présent à tous les côtés. Et donc il est présent. Ok, donc c'est toi qui pilote, mais eux après c'est eux qui ont le pouvoir décisionnaire de savoir si le projet va de l'avant ou si on source ou on externalise telle startup, telle solution innovante. Avec un partenaire. L'étape 4, c'est quand on se dit, on a ces besoins spécifiques en besoins, ce besoin général en besoin spécifique. L'étape 5, c'est là où on prend une décision, c'est est-ce que j'étais satisfait de ce qui existait sur le marché? Auquel cas, du coup, je lance une procédure de commande, appel d'offres ou partenariat d'innovation ou dialogue compétitif, enfin bref. Mais est-ce que vous faites en amont un peu des proof of concept et un peu de due diligence pour savoir la qualité et un peu la possible intégration et utilisation future de ces technologies, ou est-ce que vous allez directement faire l'appel d'offres auprès des différents prestataires? Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'on fait des due diligence très approfondies, mais en revanche, quand on les rencontre, ces acteurs-là, on va avec nos business units pour justement toucher, voir. Donc vous les rencontrez en personne. Enfin, en amont, vous avez quand même des premiers échanges où vous allez les voir. Et c'est de l'équipe Inno, d'ailleurs, l'équipe innovation, qui travaille à aller chercher qui sont ces acteurs-là et de filtrer en quelque sorte. Et vous partagez le cahier des charges directement, ou vous, en tout cas, vous arrivez, vous dites voilà, on représente Paris, on a cet intérêt ou ces quelques besoins business. Est-ce que vous êtes en mesure de nous aider? En fait, tu as une sorte de introduction meeting ou quelque chose comme ça. C'est un demo day, tout simplement. Ok. C'est un simple demo day où les gens ils viennent, c'est pas du tout. Sans les paillettes. Sans les paillettes, oui. De toute façon, on peut pas mettre notre marque avec eux, donc c'est clair qu'il n'y a pas du tout le côté paillettes. Okay. Mais en revanche, ce n'est ni une consultation, ni un appel à manifestation d'intérêt, ni rien. C'est juste, venez, on veut savoir ce qu'il y a sur le marché. Et d'ailleurs, on ne fait pas de scoring des entreprises en interne. C'est-à-dire que si jamais je rencontre aujourd'hui une start-up et que je teste sa solution et que cette start-up-là se dit non, mais mon produit n'est pas complètement prêt, j'ai pas envie de griller ma cartouche avec le COJO parce que avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, en fait, il n'y a pas de rating. Non, on fait pas ça en interne. Parce qu'on sait que ce que fait la start-up aujourd'hui, dans 3 mois, elle aura potentiellement changé complètement son. Okay. Donc du coup, une fois que vous avez fait ces premières discussions et que vous êtes un peu rassuré, ou en tout cas vous savez que les solutions sont intéressantes ou peuvent répondre à votre cahier des charges, identifié en amont, vous faites un appel d'offres sur la partie 5. Alors sur la partie 5, c'est là la décision qui se prend. Soit on fait un appel d'offres, ou dialogue compétitif, ou toute autre procédure d'achat. En fait, l'étape 5, c'est de se dire est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on co-développe? Ok. Et co-développer, c'est quoi? C'est vous gardez l'IP ou c'est quoi l'intérêt? Alors co-développer, c'est typiquement... C'est surtout pour tout ce qui touche à une grosse partie de ça, c'est toutes les catégories marketing des partenaires. Et aujourd'hui, certains partenaires, on est obligé d'acheter chez eux certaines catégories de produits. Coca-Cola, par exemple, toutes les boissons non alcoolisées, on va les acheter chez Coca-Cola. Donc vous allez co-développer avec votre partenaire. C'est ça. La solution. Ok, d'accord. Exactement. Donc vous engagez les sponsors ou les partenaires des jeux. Dans cette Et donc on va les voir, on leur dit Intel, Alibaba ou autres sponsors des jeux, aux partenaires des jeux, voilà ce qu'on a pu voir et on a un peu de temps. Est-ce que il n'y a pas la possibilité de commencer à développer quelque chose, parce que l'état de l'art aujourd'hui qui existe sur le marché, on peut l'optimiser, on a un peu de temps. Donc c'est ça. On travaille ensemble et du coup, ça veut dire que vos sponsors, eux, ils ont une création de valeur parce que en plus, ils co-détiennent ce qui va être créé au cours des 12 ou 24 mois et qui va pouvoir être testé au cours de la mise en place des jeux. Ok, d'accord. Et on est en train de commencer ça. Ça, c'est donc vu qu'on est passé de la partie stratégie à opérationnelle, le but maintenant, c'est essayer d'implémenter ça. De mettre en place. Sur certains projets déjà identifiés, on s'est lancé déjà sur ça. Donc, ok. Et là, dans tout ce processus, tu parles en fait de ce que vous faites en interne,
ou avec vos partenaires, mais ce qui reste, on va dire, l'écosystème que vous êtes en train de créer. Est-ce que, à côté de ça, alors on a déjà parlé un petit peu des pouvoirs publics, mais est-ce qu'à côté de ça, vous êtes aidé par, je sais pas, des clusters, bon, tu connais bien le tremplin, est-ce que vous êtes aidé justement par des clusters qui peuvent vous amener de la tech, qui peuvent vous nourrir en interne, ou c'est vraiment, vous internalisez vraiment tout, que ce soit la création du besoin ou l'identification des besoins, ou vraiment il y a des gens extérieurs qui sont capables de vous nourrir? Alors, bien sûr, on ne réinvente pas la roue, ça c'est clair que c'est... vu que l'échéance c'est très bientôt, certes c'est dans 4 ans, très bientôt. Ça arrive vite, ouais. Ça arrive très vite. Notre objectif n'est pas de réinventer la roue, mais à date, on n'a pas... on n'a pas fait on n'a pas comment on appelle ça, un cadre avec des clusters existants, un cadre légal qui nous lie à des... Vous n'avez pas de partenariat, mais vous pouvez leur demander ou vous pouvez faire appel à eux de temps en temps sur pas des missions ponctuelles, mais c'est plus des demandes et tout, quoi. Absolument. Et puis, mais sur la partie, par exemple, innovation dans tout ce qui touche hors la tech, le secteur de l'économie sociale et solidaire, par exemple, on travaille avec les canaux. On a la plateforme qui s'appelle ESS 2024 et du coup il y a un certain nombre d'acteurs, enfin on est accompagné par cet acteur-là, donc c'est les TPE ou après cet acteur qui bosse, qui travaille sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Pour nous c'est ça c'est le seul entre guillemets deal d'acté avec un cluster externe, mais les autres, soit on les sollicite ponctuellement, soit on les sollicite dans le cadre de la veille. On peut aller à des événements qu'ils organisent pour voir qu'est-ce qui existe sur le marché. À date, on les utilise encore d'un point de vue plus l'acculturation de façon générale pour essayer d'implémenter ou de mettre en place un certain nombre de projets, mais on n'a pas aujourd'hui acté qu'on a dit on a choisi tel acteur hors ESS 2024. On n'a pas encore mis ça en place. Et vu que vous l'avez pas encore mis en place, je vais pas te poser la question piège de est-ce que c'est un projet ou quoi, mais par contre, est-ce que vous avez des idées, par exemple, de créer une sorte de visa Paris 2024 pour des entreprises qui vous accompagnent, comme on peut voir, je sais pas, avec French Tech Visa, par exemple, donc qui est bien quelque chose de bien plus large. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y ait une sorte de label, Paris 2024, que ça soit nous on parle de sport, mais on peut parler de smart cities, on peut parler de plein de choses, et que ça rentre dans un label pour 4 ans. Alors déjà sur la partie label, il y a la direction de l'héritage chez nous a déjà mis en place un certain nombre de labels, et puis même il y a des labels qui sont sortis pour par exemple labelliser les villes comme le label Terre de Jeux par exemple. Pour la partie innovation et surtout pour les attentes de jeunes entreprises comme des startups ou autres, c'est ce qui peut être dangereux. Nous, ce qu'on veut éviter justement, c'est de leur dire vous avez un label, mais vous ne pouvez pas communiquer dessus. Enfin, vous pouvez communiquer sur ce label-là, mais vous pouvez pas vous affilier. Il y a trop de restrictions, quoi. Voilà. Et ça n'a plus de sens en fait derrière. C'est ça. Nous, on veut pas juste se dire on va labelliser si on ne peut pas leur garantir derrière, parce que aujourd'hui, un entrepreneur, quand il ou elle se lance dans une aventure entrepreneuriale, en quelque sorte, c'est pas le plus important pour eux de se dire j'ai ce label que je vais mettre sur mon bureau. Ouais. Le plus important c'est pour leur eux, produit, c'est d'avoir trouver des clients et avoir une proposition de valeur qui fait du sens et qui trouve un marché, quoi. Exactement. Et si ça, on n'arrive pas à le mettre en place, ça ne sert à rien en quelque sorte. Oui, d'avoir le support marketing ou autre derrière. Qui est très important pour des entreprises ou qui sont dans la pyramide de Maslow bien plus à l'aise. Mais pour d'autres qui, pour eux, un deal comme un deal avec Paris 2024 pour être un deal breaker pour eux. Mais je me posais la question, d'ailleurs, tu parlais de Coca, Intel ou tous ces gros. Est-ce que, et tu viens de l'expliquer aussi très clairement que vous étiez pendant 9 mois, 10 mois dans la phase stratégie et que maintenant vous êtes dans la phase implémentation, donc tu pourras pas me répondre parce que ça c'est peut-être pas encore fait, mais est-ce que vous avez sourcé auprès des startups aussi leurs besoins ou tu as parlé du tremplin ou la French Tech et tout, est-ce que vous avez ressenti ce besoin aussi vis-à-vis des acteurs publics de mettre des startups en relation avec des sponsors ou des gros partenaires des jeux qui permettent en fait une sorte d'accélération? Parce que là où je vois l'intérêt par mon expérience passée un peu dans ce domaine, ce qui peut être super intéressant ou fort pour ce genre de startup ou même des TPE, c'est qu'il y a un côté fédérateur grâce à Paris, grâce à ce que vous faites,
de les mettre aussi en relation avec des entreprises comme Intel, Alibaba ou même un gros comme Coca qui leur permettent en fait d'accélérer énormément leurs produits, leurs propositions de valeur et de se repenser et même d'avoir après une proposition de valeur avec une V2 ou une V3 qui est bien plus forte. Donc est-ce que ça faisait partie de votre stratégie ou est-ce que ça a été discuté avec les sponsors? Enfin, j'aimerais savoir un peu comment c'est venu en fait. Déjà, on a interrogé les sponsors sur leur appétence vis-à-vis sur la partie innovation. Est-ce que pour eux, ils la voyaient plus comme juste un lien direct entre Paris 2024 et le partenaire. Et en fait, les retours étaient plutôt très positifs dans le sens où ils voulaient plus sonder avec sonder des entreprises externes. Enfin, ils sont dans la co-construction. Donc, typiquement, ce que tu viens de dire, Jean-Baptiste, sur le côté mettre en relation des acteurs, quelle que soit leur taille, avec les sponsors, on l'a déjà commencé. Ça se met déjà en place. Ça se met déjà en place. Okay, on a déjà proposé. Et là, les sponsors, ils cherchent pas... Parce que le problème qu'on a un peu aujourd'hui, enfin, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, l'innovation, je sais pas si c'est la R&D d'il y a 15, 20 ans, mais il y a tout ce côté un peu glossy aujourd'hui autour de l'innovation où tout le monde cherche à montrer qu'il fait de l'innovation et qu'il est innovant et qu'il y a un peu une course un peu à la communication autour de ça. Mais eux, chez vous, les sponsors, pas tant que ça. Alors c'est pas le truc le plus ressenti aujourd'hui, c'est plus travail de fond. Oui, travail de fond. Parce que voilà, il faut livrer un niveau de qualité très exigeant pardon. Et puis nous on regarde aussi comment on peut faire mieux. Eux, ça les intéresse d'avoir des nouvelles technologies, des nouvelles idées qui peuvent après intégrer et pousser et tester pendant 3 ans et qui marchent au jeu quoi. Et c'est important le côté glossy comme tu dis. Ouais. Mais c'est pas ça le fond, c'est la cerise sur le gâteau pour OK, d'accord. Vas-y Dave. Ben justement, ce que tu dis c'est réel. C'est qu'en fait, t'en as qui font de l'innovation pour faire de l'innovation. Donc effectivement, t'as ce côté glossy, c'est bien, oui, tout le monde veut faire de l'innovation, mais ça a été le début de notre échange. D'abord, tu as dit, j'identifie des besoins et je réponds à un problème avec une solution, ou du moins une solution qu'on va mettre en place sur du plus long terme. Mais en fait, tout est là. C'est qu'à partir du moment où tu mets de l'innovation en place, mais tu pars du besoin, tu vas arriver à faire quelque chose. Et donc, en fait, tu as commencé d'ailleurs cet échange en parlant de ça. Donc, c'est que c'est bien identifié, c'est réel. Effectivement, quand tu parles d'innovation et que tu n'as que le côté glossy, en fin de compte, tu le vois très vite. Tu vas aller parler à un acteur du marché, quel qu'il soit, dans le sport ou autre, encore une fois. S'il dit « Ah, on a fait ça », ah oui, mais vous avez parlé à votre audience. Est-ce que votre audience, elle est capable de mettre, je sais pas, 50 € de plus par mois pour payer votre innovation ? Si la réponse elle est non, en fait vous n'êtes pas parti du problème et en fait ça va devenir une voilà. Mais le risque aussi, c'est tu peux partir du besoin, mais après il y a aussi des sponsors qui sont très forts ou des partenaires institutionnels qui sont très importants et du coup c'est plus leurs besoins auxquels tu réponds que les besoins propres même d'une organisation à terme. Donc c'est ça qui est intéressant. Bon là, mais de ce que j'entends et de ce que dit Omar sur tout le processus d'intégration, il y a quand même des sponsor meetings, des strategic sponsors, il y a tout un cahier des charges qui est mis en place, vous faites les premiers interviews, donc comme ils arrivent un peu plus loin dans le processus, enfin tous ces risques sont assez mitigés, du coup enfin l'innovation est pas là juste pour faire joli, mais elle répond à un véritable besoin. Ouais, et t'as des innovations internes et externes aussi, de ce qu'on voit, donc les enjeux du coup sont Omar, différents. pour toi, vu que les business units sont très impliqués et tout, on en a un peu parlé en off avant de commencer ce podcast, mais quels sont un peu tes KPI ou comment tu vois ton return on investment pour toi en tant que cellule innovation, mais aussi en fait tu as une fonction support, donc t'aides les autres, donc t'aides à atteindre leurs objectifs, mais dans quelle mesure tu peux dire ah bah ils ont atteint leurs objectifs parce qu'on a un peu contribué là, enfin comment tu arrives à mesurer tout ça et à expliquer un board ou je sais pas quoi, le rôle de la cellule innovation, quoi. Alors il y a déjà le tout premier ROI qu'on était en train de regarder, c'était un peu l'adhésion de ces explorateurs et exploratrices déjà au concept de se proposer. Déjà ça c'était un premier truc parce qu'au début de se proposer comme explorateur. Enfin une direction se dise ok bah pas proposer des projets, mais déjà, moi en tant que personne ou mademoiselle machin, j'aimerais être exploratrice. C'est ça.
Ok. Ça déjà pour nous c'était, si jamais on a dit bon on va mettre en place les référents et qu'il y avait 0, on aurait, je pense que je serais, aller ailleurs quoi. Donc ça pour nous c'était le premier ROI, c'est de voir comment les gens, en interne déjà, est-ce que il y a un fit. Est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'on va dédier du temps. Mais il y a une appétence, c'est ça. En tout cas. Et là, on a à peu près 27 explorateurs et exploratrices qui sont mobilisés de plein de directions. Donc pour nous déjà, ça c'était un premier. Sur combien d'employés? Sur combien de directions qu'il faut regarder plutôt? Sur 32 directions. Ah ouais. Donc, presque à 100%. Et je ne me compte pas. Je ne nous compte pas innovation. Donc déjà ça c'est un bon indicateur. Ouais. Ensuite on a mis en place une sorte pas de newsletter, mais on a 11 thématiques qu'on traite et on envoie tous les mois sur ces thématiques un certain nombre d'informations très ciblées sur organisation, expérience site, sport, enfin bref, t'as 11 thématiques comme ça qui existent. Et on regarde, c'est très bête, mais on regarde le taux d'ouverture, par exemple. Qui lit, ok. Et voilà, et on voit ce taux d'ouverture, est-ce qu'il est bien ou pas bien, et parce que si on est plutôt sur 5%, c'est qu'on répond pas du tout à leur attente. Là on est au-dessus de 50% selon les mois. En août c'était un peu plus bas, mais c'était autour de 45 quand même, donc c'est plutôt rassurant. Pas mal pour un mois d'été. Ouais, c'est pas mal, ouais. T'as plus de temps pour lire. 45%, j'attendais un autre chiffre. Mais moi aussi, je m'attendais vraiment à un truc catastrophique, mais non, ça allait. Donc, déjà, ça pour nous d'un point de vue interne. Et puis, les autres ROI, les autres KPI, qu'on regarde, c'est surtout le nombre de projets soumis, le suivi de ces projets. Quand on se met un calendrier et qu'on se dit, ce projet, on va le faire entre Q1 2020 et Q4 2020, est-ce qu'on le fait vraiment dans ce laps de temps-là? Est-ce qu'on a réussi à répondre à leurs attentes, à savoir organiser un demo day, à savoir challenger certains acteurs sur leur modèle économique et l'implémentation de ce projet-là, par exemple, qu'est-ce que ça va nous coûter, qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat. Et en quantitatif, est-ce que vous avez aussi autour du temps gagné, par exemple, pour les experts, parce que vous arrivez, vous leur proposez 5 ou 6 solutions, mais tout ce travail de sourcing, c'est du temps gagné pour eux, c'est une semaine de gagné. Après, post appel d'offres ou post projet copiloté avec un sponsor, quelle est la valeur créée de ça? Enfin, je sais que tu es au début de l'implémentation, mais est-ce que c'est des trucs que vous avez Alors nous, on regarde plusieurs choses. On regarde déjà, est-ce que ça, on a pu faire mieux, moins cher? Donc, est-ce que ça nous a coûté, par rapport à la ligne budgétaire purement, est-ce que t'as économisé de l'argent, quoi. Exactement. Est-ce que t'as économisé du carbone aussi? Ok. La dimension écologique aussi. Ouais. Mais après, les critères, je parle carbone, mais ça peut être plusieurs choses et c'est la direction excellence environnementale qui nous aide à mettre en place ces KPI. Et puis, gain temps homme. Si tu mets en place un projet qui fait que t'as moins de monde tu fais bosser les gens un peu moins, t'optimises ton temps, c'est le troisième critère qu'on regarde. Ouais, que vous avez. Et je me permets de rebondir, tu as parlé de budget et d'économie aussi en empreinte carbone. Je pense que tout le monde est content de ça. Et je reviens sur le côté budget et aussi empreinte carbone. J'imagine que vous avez des objectifs par direction. Mais par exemple, toi, quand tu intègres de l'innovation, elle peut répondre à un besoin identifié pour plusieurs directions. Dans ce cas, comment vous gérez justement le partage, que ça soit budgétaire ou même vous avez des objectifs en termes d'émissions carbone, etc. Comment vous diviser ça? Est-ce que tu divises entre les directions? Est-ce que toi aussi tu as un budget que tu peux allouer à chacun? Comment ça se passe? C'est vraiment au cas par cas. Il y a par exemple par exemple pour l'organisation d'un demo day, il y a certaines directions qui disent c'est dans mon budget, je l'assure, ou moi je dis je ne peux mettre que tant parce que dans mon budget aujourd'hui innovation, je dois allouer je dois faire du cost control. Donc vraiment c'est chaque projet. On voit selon le nombre de business units concernés, est-ce qu'ils avaient des lignes budgétaires déjà pré-identifiées dessus, et après l'allocation se décide en fonction du nombre de demandes, des priorités, et après et l'arbitrage se fait toi avec ta cellule innovation, j'imagine, mais aussi avec les autres différentes divisions en fonction de l'importance et des montants, j'imagine. Ça monte après. On fait des recos et puis ça monte après au niveau
enfin selon bien sûr le montant. Et l'arbitrage est fait plus haut, quoi. Ok. Et vous arrivez, alors on a parlé tout à l'heure d'intégration de partenaires dans justement le développement des solutions, etc. Et vous arrivez aussi parfois à avoir un projet innovant où le budget est compliqué à les trouver, mais de raisonner à l'inverse et vous dire mais peut-être qu'on peut trouver un partenaire qui sera intéressé de venir pour ce projet. Un partenaire d'ailleurs qui n'est peut-être pas encore existant au sein de votre structure, mais qui viendrait justement vous aider à intégrer un projet innovant. Je parle notamment, on parle pas mal de Smart Cities autour de Paris 2024. Est-ce que finalement il n'y a pas des entreprises qui seraient intéressées de vous aider pour la mobilité ou des choses comme ça? Mets-nous en contact. J'ai plein d'idées autour du vélo. Bien sûr, il faut juste. Il y a aussi un cadre légal à respecter naturellement. C'est quand on veut faire appel à un certain nombre de partenaires, déjà, on les interroge, on vérifie avec eux en amont. Et puis, si jamais c'est des potentiels partenaires, c'est plus l'équipe commerciale qui doit vérifier, qui prend le lead et qui doit vérifier surtout si il y a avec la catégorie. Il y a pas de. Mais du coup, tu es en relation avec eux aussi sur tout ce qui se passe. Avec tout ce qui est partenariat, on parle avec eux une semaine sur deux. Enfin, on a un rendez-vous bimensuel avec eux pour savoir où on en est, comment ça se passe, quels sont les projets à date, quels sont les partenaires qu'on peut potentiellement impliquer, etc. Mais du coup, ça me fait poser une question un peu plus personnelle. Ça doit être compliqué, en fait, de gérer tes semaines avec... Déjà, tu nous dis que tu dois parler à un tel, de façon même hebdomadaire ou bimensuelle. Mais déjà, placer tous ces meetings, plus faire le sourcing, plus après, justement, créer l'envie en interne d'innover et d'amener de nouvelles choses. Toi, à titre personnel, ça doit être super challengeant. T'es tout seul ? Non, je suis pas tout seul, heureusement. Déjà, on a une équipe de 3. Donc je suis avec quelqu'un qui nous a rejoint, qui s'appelle Claire Goyon, qui travaille à la Fédération française de football auparavant, et Baba Badian qui travaille aussi dans l'équipe innovation. Donc déjà je suis pas seul, heureusement. On les salue du coup. Ouais, on les salue. Mais du coup on s'est réparti un peu le travail au niveau de comment on rencontre les différentes business units là-dessus. Oui, bien sûr, c'est un peu difficile, mais il faut aussi prendre en compte un truc qui est assez simple, c'est qu'on est parti pour construire ce modèle à 6 étapes dont je parlais tout à l'heure. Heureusement, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 n'a pas attendu mon arrivée en janvier pour mettre en place des innovations ou lancer des projets innovants. Donc je me suis aussi j'ai essayé de processiser, si je peux, ce qui a été déjà mis en place avant mon arrivée, et c'est pour ça que c'était un peu plus simple. C'est pas juste je leur ai pas rajouté un modèle comme ça qui est sympa. C'est basé aussi sur comment on fonctionne en interne. Et oui, c'est pas toujours très évident pour les gens, la conduite du changement, d'essayer de faire des choses différemment et tout. Des fois, les gens sont pas très chauds à le faire, mais on a cette chance aussi qui a été accélérée aussi par la crise sanitaire. Les gens sont très ouverts déjà de base à la partie mettre en place des projets nouveaux. C'est soutenu, comme je disais tout à l'heure, par notre directeur général. L'équipe plutôt dynamique. Enfin, tu veux dire que l'équipe au sein du COJO, oui. Ouais, c'est déjà mon équipe. L'appétence pour l'innovation, en tout cas, la conduite du changement ou être ouvert à des nouvelles initiatives. Ok, donc t'as ton rôle à tenir, mais on va dire que c'est plutôt simplifié, quoi. Tu viens pas avec un gilet pare-balles dans toutes les réunions. Non. Okay. C'est certaines. Non, je rigole. De toute façon, ça arrive pour tout le monde. Bien sûr, mais c'est ça pas fait toujours partie évident. du job. Mais ok. Et du coup, les semaines, c'est pour un homard, comme disait David. J'aime bien cette question. C'est quoi? C'est 50% de productivisme de documents Word, PowerPoint, autres, ou c'est 90% de rencontres, 45% à l'interne, 45% à l'externe et 10% de... Ça ressemble à quoi une semaine type? S'il y a une semaine type ou un mois type? C'est une question que je pose à l'entretien des gens de mon équipe, et en fait, il n'y a pas c'est pas de jour type, il n'y a pas de semaine type. Okay. Et en fait, c'est ça aussi le truc le plus important, c'est
pour moi, les membres de mon équipe, s'ils bossent bien ou si nous on bosse bien, c'est qu'on passe entre guillemets, hors Covid, le moins de temps possible derrière notre ordi. Si jamais on n'est pas dehors en train de regarder qu'est-ce qui se fait et comment les gens le font. Et en fait, au début, c'était un peu bizarre pour eux de se dire bizarre, je dois être derrière mon ordi, ça fait bien, etc. Mais en fait, non. Ils l'ont compris tout de suite. Et au début, pour sa culture, et puis pour collecter les business needs, il faut aussi engager directement avec les différentes directions, les différents gens. C'est là où tu récoltes aussi les informations clés plutôt que par email. Et pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, je sais pas, il y a la France 2023, ils avaient organisé un truc avec les trains, le We Love 2023 Tour. Ouais. Et sans trop poser de questions, Baba et Claire, ils sont allés directement pour voir à quoi ça ressemble. Comment tu peux t'en ça, ils sont organisés entre eux pour voir à des horaires différents et collecter des infos en observant ce qui se fait. Plutôt que d'aller sur Internet et lire un article sur ce tour ou ce que dit France 2023 sur le truc. Ils sont allés voir d'eux-mêmes et collecter. Et tu parlais du Covid, c'est assez intéressant. J'avais une question par rapport à ça. Bon, on a eu pas mal d'intervenants déjà sur notre podcast, mais alors, à titre personnel, je le dis et je le répète, je pense que ça n'a pas forcément changé les tendances. Pour moi, c'est un vrai accélérateur, mais pour toi et pour vous à Paris 2024, quelle en a été l'expérience? Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu vois un changement à ton propre niveau, au niveau de la direction, au niveau de... Forcément, je pense que t'es une phase d'adaptation et ça chamboule certaines choses, juste si je parle budget ou même anticipation à 2024, mais pour moi, c'est plus ton angle de vue sur toi en tant que chargé d'innovation. Est-ce que les gens viennent plus vers toi du coup? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change la vision sur ce besoin de changement et de se réinventer en fait et de faire face à l'unexpected? Comment t'as vu la chose, toi? Il y a ce côté-là, et là où j'étais plutôt rassuré, personnellement, c'était de voir la rapidité, mais je pense que c'est pas uniquement le comité d'organisation qui a eu ça, mais beaucoup d'organisations, beaucoup d'entités. Comment, en fait, les gens se sont... t'as dû être très créatif pour pouvoir jongler entre ta vie pro, ta vie perso, les enfants, l'école, et en fait, t'avais un soutien quand même très fort de la part de l'équipe. Et vous n'avez pas perdu vos explorateurs ou vos exploratrices? Non. Ça s'est même renforcé ou c'est resté plus ou moins... Avec certains, ça s'est vraiment renforcé. Avec d'autres, c'était des projets qui sont plus loin, qu'on allait lancer plus loin dans le temps. Donc ça a créé un peu de pour certains, ils se sont dit on va se revoir début 2021 pour préparer le travail qu'on va faire en Q2. Mais pour ceux avec lesquels c'était en ce moment, au tangible, contraire, ça a renforcé le truc encore plus. Et je pense que ça va servir à d'autres parce que par rapport à ta question, David, sur comment tu arrives à bousculer etc. les personnes en interne. T'as besoin de proof point. En fait, t'as besoin d'un certain nombre de early adopters qui vont croire en ton projet et qui vont se dire ok, je tente. Ils vont te donner les early wins ou les petites victoires où ils vont montrer. Une fois que t'as démontré que il y a eu un résultat et qu'ils étaient satisfaits, les autres ils vont se dire ok, ça a du sens. Moi aussi je vais tester et on s'améliore, on optimise, etc. Et si c'est un truc qui fonctionne bien, nous notre effet boule de neige quoi. C'est ça. Et t'accompagnes sur cet effet boule de neige. Exactement. Et nous, à la source, on est aussi un peu pas mal préoccupé par le digital. Du coup, je voulais avoir ton point de vue sur les solutions digitales dans ton pipeline d'innovation et par rapport à la crise Covid, comment vous ou comment le Cojo voit un peu plus les solutions digitales pour vos besoins internes, mais aussi pour faire des jeux une réussite en 2024, même si on espère qu'on sera tous sur les sites de Paris 2024. Comment est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit par rapport au digital ou pas forcément? Et si oui, et dans quelle mesure? Et comment vous utilisez ces solutions digitales ou des nouvelles technologies qui arrivent? Le point de départ est toujours celui de quelle est l'expérience que va être donnée aux spectateurs et aux participants, aux téléspectateurs, les délégations, etc., etc. Et je pense que sur le côté digital, il y a un point c'est un peu comme
quand tu pars en vacances, tu prépares une valise et quelle que soit la taille de la valise, tu vas la remplir. C'est-à-dire si tu te dis je vais partir un week-end et tu prends une grosse valise, tu vas toujours la... On se regarde avec David, on essaie de comprendre où je vais aller. Ouais. Non, moi j'étais en train de dire, je connais une personne qui fait ça très bien pour être proche de moi. Ok, donc quelle que soit la taille de ta valise, tu la remplis. Tu la remplis. Et en fait, c'est comme quand tu regardes par exemple au Super Bowl. À chaque fois, ils disent le taux de téléchargement ou le taux d'utilisation était de 6 terabytes. Et puis après, c'était 16 terabytes. Et ils se disent, on peut pas aller plus loin. Et en fait, quand tu augmentes les capacités, c'est devenu 24 100, tu vois. Et je me dis, on regarde pas le digital comme en se disant... on va devoir faire 14 milliards de fois plus d'un point de vue infrastructure pour répondre. C'est plus comment les gens se comportent aujourd'hui dans les stades et comment et les téléspectateurs aussi, et comment on va faire pour essayer d'y répondre. Tu conçois en fait ta valise sur ton besoin et pas de se dire je vais prendre la plus grosse valise de tous les temps parce que de toutes les manières tu vas finir par mettre tout ton armoire dedans. Enfin, je sais pas si c'était une bonne métaphore à choisir, mais bon bref, tu vois. Ouais, je vois plus ou moins là où tu vas. Si, je pense que c'est une bonne métaphore et en fait ça montre que si tu te focuses encore une fois sur le besoin, on revient là-dessus, en fait, tu vas juste faire quelque chose de... Je vais faire de l'anglicisme JB à mon tour, du tailor-made, tu vois. C'est vraiment construire l'expérience de demain en imaginant déjà comment vont être les spectateurs ou téléspectateurs. Puis c'est là où tu as ta véritable valeur. Puisque du coup, d'avoir un fourre-tout et de payer pour 80% qui est inutile, t'es beaucoup plus lean, pour faire aussi un anglicisme, et du coup, tu t'apportes une véritable création de valeur en fonction du besoin que tu as identifié. Et du coup, tu vas travailler, ou en tout cas, tu vas mettre tes ressources et tes efforts sur ce qui fait du sens ou sur ce que tu as envie de créer, et pas sur un fourre-tout. Et justement, sur ce côté création de l'expérience de demain, on sait qu'il y a des échéances avant 2024 en France, une Coupe du Monde de rugby notamment. Est-ce que vous parlez avec les fédérations ou même les ligues, parce qu'il y a des championnats tout le temps, donc ils sont en train de vivre avec le Covid, avec différentes échéances, pardon. Est-ce que déjà vous avez énormément d'échanges avec eux pour justement mettre en place, tester des solutions qui vous serviront après? Alors il faut savoir qu'il y a un cadre très très fort sur qu'est-ce qui se fait même sur ce qu'on appelle le field of play, ou le terrain. Le terrain, ouais. C'est ce qu'on peut mettre et ce qu'on peut pas mettre dedans. On peut pas le faire sans l'accord des fédérations internationales. D'accord. Tu peux pas dire aujourd'hui je vais, je dis n'importe quoi, dans le basket, je vais faire la ligne en rose parce que j'ai envie il faut que la FIBA accepte, la Fédération internationale de basket accepte que la ligne soit en rose. Ou qu'elle s'allume quand quelqu'un tire un 3 points, par exemple, pour dire oui, en effet, c'est un 3 points, ou mettre des capteurs pour savoir si le pied du joueur ou de la joueuse. Donc les fédérations internationales restent compétentes dans leur sport. C'est eux qui disent qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. C'est eux qui mettent le cahier des charges. Donc nous, on est contraints aussi par cette partie-là. On peut leur proposer des choses qu'on a pu voir, qui ont vraiment marqué les gens, etc. Mais au final, c'est eux les décideurs sur comment on peut. Mais là, tu parles bien que sur le terrain. Par contre, sur tout ce qui est autour, là, vous pouvez échanger librement. Sur les sites. Gestion des flux, gestion de l'expérience digitale. On est en plein dans notre rôle, et c'est là où c'est à nous de construire cette expérience-là pour les fans. Et donc, on échange beaucoup avec les différents événements, que ce soit des événements récurrents, des grands événements sportifs internationaux en France récurrents, comme au Roland-Garros, par exemple, ou d'autres qui ont eu lieu dans le passé ou qui vont venir dans le futur. Et c'est quoi qui fera de Paris 2024 un succès? Bon, là, on sort un peu du côté innovation et tout, mais moi, j'imagine déjà que ça va être un succès. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis parisien ou pas, ou c'est parce que je connais les gens qui travaillent au COJO, au CIO et tout, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que Paris va être un énorme succès? Pour moi, il y a plusieurs choses. C'est une question où, t'as 20 minutes. Ouais, oui, c'est ça. Même t'as 2 minutes si tu veux. Non, mais j'allais dire, t'as 20 minutes. C'est ça. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que t'as beaucoup d'événements internationaux qui ont été organisés par la France récemment. En amont, ouais. En amont. Donc, il y a une expertise, un savoir-faire qui est quand même pas négligeable, et dans plusieurs disciplines. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc ça joue beaucoup. Il y a le fait que la plupart des infrastructures sont déjà prêtes. Et puis sur le volet, il y a aussi le fait qu'on échange beaucoup avec que ce soit les parties prenantes publiques ou les partenaires ou les sites ou les autres compétitions. Ça fait qu'on apprend
énormément. Et pour la partie innovation, moi, à mon sens, il y a aussi un travail qui a été fait en amont depuis plus de 20 ans maintenant sur le fait d'essayer de sortir ce qu'on appelait avant des startups qui sont devenus des scale-up, voire des TPE, voire même des PME, qui ont déjà des cas d'usage, ils ont déjà démontré ce qu'ils savent faire. Donc, que ce soit sur le côté infrastructure ou le côté écosystème, je pense que... C'est déjà existant et structuré, quoi. Ouais. Et vous allez pouvoir en bénéficier pour 2024. Plutôt que de réinventer la roue. Du coup, là, on retombe un peu sur ton passé au tremplin. Ouais. Et tu me fais vraiment une belle passe décisive. J'aime bien les alley-oops. J'aime bien faire des alley-oops. Ouais, c'est pas mal. Je suis nul au basket, mais je prends. Je sais pas si je vais scorer, mais c'est pas grave. Non, mais du coup, ça me fait penser à ça et ton passé au tremplin. Et du coup, à un moment, tu as parlé aussi de process et tu as dit que tu n'étais pas reparti de zéro. Enfin, que tu n'étais pas venu avec ton process en 6 étapes et tu avais utilisé ce qui était déjà existant au Kojo. Mais dans quelle mesure t'as enrichi ce process ou t'as enrichi le Kojo sur cette approche innovation grâce en fait à ton passé le tremplin? Comment ton écosystème ou ce que tu as pu mettre en place avec le tremplin et donc Paris & Co, enfin, quelle est la valeur ajoutée ou comment tu vois l'apport par rapport à ton poste actuel, quoi? Et cette structuration de l'écosystème innovation, cette connaissance des startups, tout ça. Je pense que c'est simplement du fait que au tremplin et chez d'autres incubateurs ou plateformes de Paris & Co ou même en dehors de Paris & Co, il y a des preuves comme quoi en fait des collaborations entre grands groupes et jeunes entreprises innovantes ont fonctionné. Et des exemples, il y en a à l'appel. Donc des intégrations de nouvelles technologies ou de nouveaux produits par des compagnies plus établies, quoi. Exactement. Et d'où l'intérêt quand je te disais l'étape 6, c'était soit tu achètes, soit tu co-développes. Ça veut dire que tu mets en lien des grands groupes avec des acteurs plus petits, sans rentrer dans cette et ça je l'ai appris au tremplin, d'expliquer aux grands groupes que c'est pas David versus Goliath, c'est comment on bosse ensemble. Et David avec Goliath, du coup. C'est ça. David, je sais pas contre qui, mais David et avec Goliath. Mais en tout cas, comment le petit peut aider le gros partenaire à être meilleur. Et inversement. Okay. Mais là, en plus. Bon, là, je pense que ta direction marketing ou commerciale sera très intéressée parce que là, et c'est pour moi, dans le modèle de l'innovation, c'est ce qui manque encore aujourd'hui pour pas mal de groupes, mais c'est comment t'en fais un self-sustaining model, donc comment il crée son propre budget ou en tout cas, il n'est pas qu'une charge pour l'entreprise ou pour l'organisation sportive et donc la création de valeur qui peut se faire par les sponsors est pour moi très importante. Et donc là, le co-développement ou aider les sponsors à intégrer des solutions innovantes sont pour les organisations sportives et les cellules d'innovation de façon très intéressante de montrer leur valeur ajoutée et de montrer de justifier un budget ou en tout cas de montrer en quoi c'est pas une perte pure et en quoi ils peuvent intéresser des sponsors à venir et donc du coup l'argent qui est déboursé par des sponsors pour tel ou tel événement sportif se justifie aussi par rapport à l'angle innovation, quoi. Et ça ne peut se faire que par de l'empirisme. Tu dois le démontrer c'est pas dire oui, je vais faire le truc qui fait papa, maman, machin. Non, j'ai démontré, d'où l'importance de mettre en place des indicateurs de succès. Et une fois que tu as ces indicateurs-là et que tu prouves que certains projets ont vraiment apporté de la valeur en économisant de l'argent, du carbone, tous ces trucs-là, c'est seulement ça qui prône et pas... Même si tu as un échec. Parce que je prends une compagnie, n'importe laquelle, dans le transport ou dans l'énergie, le fait de tester ou de piloter avec vous, qui se transforme en fait en lab dans les différents sites ou par les événements sportifs mineurs qui vont exister, du coup, ça leur permet, plutôt que d'investir beaucoup et de se rendre compte en fin de journée que ça marche pas et qu'ils ont perdu trop d'argent, là, ils essayent un tout petit peu avec vous, ils accompagnent. Et pour eux, c'est comme si c'était des projets pilotes et ils voient, et si ça fonctionne ou si si ça fonctionne, du coup, ils peuvent plus miser dessus ou le développer en interne et du coup, ils enrichissent aussi leur offre. Et tu gardes le côté glossy dont tu parlais au départ aussi pour eux parce que forcément, ils sont dans l'innovation, ils sont dans ce côté-là et ça reste après, ça intéressant. dépend, je pense, de l'organisation sportive. J'ai bien compris que Paris 2024 aussi était très prudent sur comment ils distribuent les labels et tout, mais c'est vrai que pour vos sponsors, c'est oui. T'as raison, c'est une communication aussi externe qui est très intéressante pour montrer comment vous avez amélioré l'expérience des jeux ou
la vie des citoyens français. Complètement. Et la partie, et ça c'est très important aussi, enfin pour moi et en interne, c'est le côté valoriser un peu les échecs que tu as pu avoir, d'en tirer des leçons. Parce que de toute façon, si tu ne testes rien et que si t'échoues pas, c'est presque là où tu as la meilleure création de valeur. Mais c'est très dur à justifier, je pense. Enfin, à quantifier et à expliquer. Ouais. Et les gens sont pas toujours à l'aise de dire j'ai échoué. Mais ça, c'est le propre de l'innovation. On va faire un autre podcast sur l'aspect psychologie, peur de l'échec, etc. Combien de chargés d'innovation, un shrink, un gros psychologue toutes les semaines. Non, mais c'est hyper intéressant. Et comme tu dis, ouais, l'échec fait partie du jeu. Et le ridicule tue pas. Hein. Voilà. Donc, mais c'est une culture après. Culture de l'échec, c'est. Après, c'est comment Paris 2024 peut aussi se permettre d'être dans l'échec avec une timeline qui est à la fois, tu peux te dire c'est long parce que tu as 3 ans, mais en fait, non, c'est demain. Donc, c'est comment tu intègres cette partie. On doit tester vite dès 2021 parce que si on doit la mettre en place, ça se décide dès 2021 pour mettre tout en action pour 2024. Oui, parce que le jour J, par contre, tu ne peux pas te permettre de tester et tu peux pas te permettre d'avoir un truc qui est pas fiable. Et du coup, comment vous testez? Parce que tu as des compétitions mineures. Enfin, le COJO travaille avec les fédérations françaises sur, par exemple, la ligue de basket, la ligue de hand, d'autres, une fédé d'athlétisme. Comment ça se passe? Et déjà, les fameux test events qui se font l'année d'avant. Ouais. Mais bien sûr, il y a des Mais du coup, j'imagine qu'en 2021, vous avez déjà prévu des tests, donc t'attends pas 2023. Bien sûr. Mais du coup, vous avez un calendrier. C'est avec la direction sport, on s'accorde sur ça en ce moment même d'ailleurs, d'essayer de voir selon le TRL, ce que je disais au début, le taux de technology readiness level. Justement, tu dis je suis prêt à tester ça sur un événement de telle ampleur versus là je suis encore dans mon garage et il faut exactement que je bidouille. Ok. Et puis je me permets de rebondir parce que c'est moi qui avais animé ce podcast JB, mais tu avais dit exactement la même chose sur l'UEFA. Tu vas jamais tester un produit sur une demi-finale de Champions League. C'est pareil en fait ici, c'est que tu vas créer tes échéances avant en fait. Je veux pas trop en parler la boucle est bouclée. d'UEFA, mais oui, enfin t'as des compétitions majeures. Champions League, c'est sûr que c'est pas ton terrain de jeu, c'est pas ton terrain de test. Tu vas prendre les moins de 17 ans, les moins de 19 ans, des compétitions qu'on appelle tier 2, tier 3 qui sont moins à risque et c'est là où tu as vraiment ton lab en fait. C'est vraiment ton laboratoire pour la mise en place. Tu voulais juste vérifier que je disais la même réponse que là, d'accord? Okay. Non, c'est bien, on est assez alignés. Mais tu regardes d'ailleurs dans les gens qu'on reçoit qui sont dans ce de ce domaine innovation, écosystème, innovation, etc. En fait, il y a beaucoup de patterns communs. Beaucoup de choses qui reviennent. Je pense que c'est les mêmes challenges et tout. Après, là, c'est pour toi, Omar, en plus, en venant du tremplin, je pense que tu as une vision, une expérience qui est hyper intéressante avec les enjeux faut délivrer des jeux. Et les jeux, c'est une taille qui est monstrueuse. Les gens, souvent, l'oublient un peu parce qu'il y en a tous les 4 ans. Mais en termes de complexité logistique, transport, énergie, sécurité, c'est une organisation en termes de méga sports event et delivery d'un event, c'est quand même très 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 complexe. Plus qu'un Euro, qu'une Coupe du Monde où c'est que des stades. Enfin là, tu as plein de sites qui sont différents, c'est une population qui est différente et donc avoir 3 ans ou presque 4 ans, je vais dire, pour mise en place d'une stratégie, c'est quand même très court aussi. Oui, mais l'ambition aussi, c'est que ce soit sur du long terme. C'est-à-dire que si jamais cette expérience sur Paris apporte ses fruits et intéresse, notre ambition, c'est d'essayer de léguer, de donner ça à Milan, Cortina et LA, et que ce soit quelque chose qui serve, parce que vous aurez été innovant si vous faites ça. Vous serez les premiers à l'avoir fait. La continuité entre les jeux sur, je veux dire d'un point de vue innovation, ou en tout cas faire perdurer ces avancées, qu'elles soient technologiques ou pour les fans ou le sport. Parce que c'est aussi un truc c'est une valeur qui est très importante dans ce qu'on dit, la partie de l'héritage. On pense toujours à nous, on est éphémère, mais après mais le reste va continuer. Enfin, je veux dire, il y aura d'autres éditions. Donc, quelle est la legacy que vous allez laisser sur le territoire français, mais aussi pour le CIO et ses prochains événements? Ok.
Complètement. Dans le futur. Et puis sur la partie événements, tu disais tout à l'heure, on nous le rappelle au début. Au début, tu peux te dire, ah, c'est vertigineux, mais après, tu commences à s'habituer. Le fait de te dire que t'as 4 milliards de téléspectateurs, que t'as 13 millions de billets qui seront vendus, c'est l'équivalent de 50 championnats du monde en même temps. Enfin, c'est clair que mais c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est excitant. Mais c'est hyper challenging. Ouais. Mais faut aussi se rendre compte de ce que ça veut dire d'un point de vue infrastructure et mise en place. Enfin, c'est assez dantesque. Dave, tu voulais dire un truc ? Ouais, non, je voulais juste dire quelque chose. On parlait de futur, beaucoup de justement transmettre au prochain JO, que ce soit hiver ou été. Mais finalement, il y a eu le passé avant. Et qu'est-ce que vous avez eu en legacy justement de ce qui vient de, je sais pas, de Rio par exemple, que ce soit du positif Londres, ou du négatif ou de Londres. Voilà, est-ce que vous avez justement déjà eu du legacy des JO d'avant ? Absolument. Là, on a une ce qui est plutôt très positif, c'est qu'en fait il y a le knowledge management qui existe en interne. CIO, ouais. Et en fait, tu as plein de rapports, plein de case studies, plein de choses qui sont... Et tu as tous les process qui sont après communiqués. Tout est documenté, en fait. Exactement. Tout est documenté. Tu as une cellule au CIO qui vient avec le knowledge management et qui donne comme un cahier des charges ou les processus et qui dit, voilà pour la logistique, voilà pour les transports, voilà pour... Et ça, c'est plutôt très rassurant. C'est plutôt très rassurant parce que ça te permet de voir déjà comment ça se fait, comment tu fais, etc. Sur la partie innovation, il n'y a pas encore de... Non, c'est pour ça que je dis que vous allez être innovant parce que vous allez être les premiers à en fait écrire ce transfert de savoir ou ce savoir sur une cellule innovation pour les JO. Ça sera la première fois. Oui. Donc ça, c'est assez cool. Ouais, du coup, dernière question pour moi, une petite digression encore. Tout le phénomène un peu low-tech, où on prend en compte un peu plus l'aspect social, mais aussi environnemental des technologies et donc des solutions innovantes. Vous, au Cojo, à Paris, et toi, à titre personnel, ça fait partie de tes réflexions? C'est quelque chose auquel tu penses, que vous aimeriez intégrer, ou malheureusement, c'est pas encore sur ta innovation readiness level, c'est pas encore prêt, ou... Alors sur cette partie-là, j'avais dit au début le lien qu'on a avec ESS 2024 et les acteurs de l'économie sociale et solidaire avec qui voilà, ils sont au courant des différents marchés qui sont dispo et ils répondent à beaucoup des marchés et on les inclut même au sein de la direction technologie aujourd'hui. Ils travaillent vraiment fortement avec ceux de l'excellence environnementale pour justement mettre en place les solutions qui font qui sont soit les plus vertes possibles. Okay. Mais du coup, tu travailles avec Legacy, j'imagine. Enfin, tout à l'heure, Dave parlait aussi de Smart City. C'est hyper intéressant. Du coup, vous êtes un peu tous autour d'une table parfois pour vous dire, nous, on veut laisser une empreinte, un héritage pour la ville. Quelles sont les solutions qui sont innovantes et donc un peu plus vertes pour répondre à nos besoins et qui vont rester, quoi. Exactement. Et même dans nos process d'achat, on est même, je pense, limite plus réaliste que le roi sur les critères qu'on essaie de mettre en place. D'accord. C'est qu'il n'y a même pas de solution qui répondent à votre cahier des charges, quoi. J'irai pas jusque là, mais voilà, on est très exigeant sur ça et c'est inclus dans nos process d'achat. C'est un des critères sur lesquels on choisit. Après, bien sûr, au final, on a une obligation de livrer des jeux avec un certain niveau, un certain standing. Donc, à un moment, il va falloir faire des choix, mais on est très fort on est très engagé, je veux dire, sur le côté environnemental. Et tu vois, là, tu parles en mode appel d'offres achat. Il y a une appétence aussi sponsor sur le co-IP, sur le développement, de dire, on a bien compris qu'il y avait un besoin sur l'écologie ou que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, un sponsor se dit on va genre Coca-Cola, on va faire ce shift vers plus d'écologie. Est-ce que vous êtes en mesure d'accompagner Coca-Cola ou d'aider Coca-Cola avec des solutions plus innovantes ou pas vraiment ou n'importe quel autre sponsor, même dans l'énergie ou le transport ou Smart City, de nouveau, quoi. C'est l'objet de la mission de la direction excellence environnementale. Eux, ils sont très qualifiés dans ce domaine-là. C'est eux à qui on va les voir. Du business. C'est eux qu'on va voir quand on a des enjeux, quand on veut mettre des critères qui touchent à la partie écologique. C'est eux qui vont le savoir et l'expertise dans ce domaine, plus que nous. Ok. Bien plus que nous. Ok.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Omar. C'était hyper enrichissant. Merci pour ces échanges. Merci pour avoir partagé la vision de Paris 2024. J'espère que ce sera un succès. Enfin, j'y crois moi personnellement. C'était un plaisir. Merci Dave. Au plaisir de te retrouver sûrement comme expert ou consultant pour venir sur les podcasts. Et puis Omar, vraiment merci pour tout. Merci pour le partage. Merci Jean-Baptiste. C'était hyper enrichissant. Et puis... j'espère à très bientôt et puis j'espère qu'on pourra être amené à se revoir avant la delivery des fameux jeux en 2024. Quoi. Avec plaisir. On peut faire un petit deal comme ça, on dit prochain podcast dans 1 an pour faire le bilan. Exact. On verra l'intégration de l'innovation dans 1 an et puis pourquoi pas. Avec grand plaisir. Ok, merci et puis merci. Au revoir à tous. Salut. Le corner.